Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dimanche 14 juin 2026 et notre cher ami, notre frère Anthony Aguilar, est avec nous. Bienvenue parmi nous, Tony. Merci. C'est toujours un plaisir d'être ici et merci de m'avoir invité. Tony, je veux commencer par la folie d'aujourd'hui, par ce qui s'est passé. Tu te souviens la dernière fois qu'Israël a attaqué Beyrouth, à Dahieh? Eh bien, aujourd'hui encore, ils ont attaqué Beyrouth, à Dahieh. Et le résultat, c'est la même chose. La dernière fois, ils étaient censés assassiner des membres du Hezbollah, mais ça a complètement échoué. Aujourd'hui, c'est pareil. Ils ont encore échoué à assassiner des forces ou des commandants du Hezbollah, mais ils ont tué des civils, des gens ordinaires. Encore une fois, au moins 1 ou 2 personnes ont été tuées, et 4 autres ont été blessées dans l'attaque. C'était énorme. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu les images de ce bombardement. C'était une explosion massive. On voit la déflagration envahir la rue et détruire l'immeuble. Et puis, voilà ce qui se passait en Iran. On avait des délégations sur place qui essayaient de rapprocher les deux camps. Les négociations finales étaient en cours, les détails se discutaient à Téhéran. Et juste après l'attaque, l'Iran a déclaré « Nous allons riposter, et nous allons riposter durement ». De son côté, les États-Unis, Donald Trump a dit qu'il avait eu un appel téléphonique. En fait, 2 appels dans la journée. L'un d'eux, dans les toutes premières heures après l'attaque. Il a dit « On devait signer l'accord ce matin ». Et puis, Israël a mené cette foutue attaque à Beyrouth. J'en revenais pas. Bibi n'a aucun foutu jugement. Je lui ai dit que j'étais très mécontent. Et plus tard, il a ajouté qu'il avait parlé avec les Iraniens. Il leur a dit « N'attaquez pas Israël, sinon vous allez tout gâcher ». Et puis on sait qu'en même temps, il y a différentes discussions entre les deux camps, menées par des délégations qataries. Les Qataris sont d'ailleurs à Téhéran en ce moment. Ils essayent de faire de leur mieux pour combler le fossé entre les deux parties. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, tout ce que Donald Trump a essayé de faire, c'est de dire « Je vais lever le blocus unilatéralement. Je vais vous verser 12 milliards de dollars pour éviter une attaque, juste pour empêcher une attaque contre Israël. » Je ne comprends pas pourquoi il est aussi préoccupé par Israël. Parce que s'il voyait comment Israël essaye de tout détruire, s'il était honnête dans sa manière de négocier, il parlerait vraiment d'un accord entre les deux camps. Donc si l'Iran punit Israël, ça pourrait même l'aider, parce qu'Israël doit apprendre. Si les États-Unis avancent, il a dit le même matin qu'il voulait signer l'accord, Israël attaque le Liban pour tout détruire, en gros. Et ensuite, il a essayé de faire une offre à l'Iran. On va faire ça, on va vous rendre les avoirs gelés. L'Iran a répondu non, nos alliés ne sont pas à vendre. Et le chef du Conseil national de sécurité iranien a déclaré que l'Iran allait réagir, parce que le Liban c'est notre âme, et qu'une violation de la ligne rouge de l'Iran ne sera pas tolérée. Je pense que dans les prochaines heures, on va voir des attaques massives contre Israël. Apparemment, ce sera dans le nord du pays. Mais quand on regarde ce qui se passe, quelle est votre lecture de la situation? Well, there's quite a bit to unpack, not only in what we're seeing unfold right now, but how it unfolded and what we knew and know preceding the attacks on Lebanon yet again. So looking at the peace agreement first, I don't think that there was any reality to the agreement being signed this morning. The signaling from Tehran, from the leadership within Iran, was that the excitement of a negotiation or a deal or the MOU, which really is a memorandum of understanding, is really just that. It's a memorandum that lays out understanding between the two parties of this is how we are going to proceed. There's no guarantees, there's no obligations, there's no commitments.
C'est juste un accord de principe. C'est encore très fragile. Et même là, on n'était pas du tout sur le point de signer. Oui, il y avait une date prévue, on devait se retrouver à un endroit précis, on devait signer, il y aurait une sorte de cérémonie pour marquer le sérieux de tout ça, mais rien de tout ça n'était en train de se faire. Alors, que Donald Trump réponde à Israël en disant « Hey, on devait signer ça ce matin, tu as tout gâché, on était si proches ». Ce n'est pas vrai. Maintenant, quel que soit l'accord en cours, s'il s'agissait d'avancer vers un protocole d'entente, est-ce que les frappes israéliennes aujourd'hui, dans la banlieue sud de Beyrouth, ont fait dérailler tout ça? Absolument. Mais je ne pense toujours pas que nous étions aussi proches d'un protocole d'accord final que ce que Donald Trump laissait entendre, à cause de la question du Liban, justement, qui n'avait pas été réglée. Et comme je le répète depuis des semaines et des semaines, chaque fois qu'on évoquait la possibilité d'un accord ou d'une issue à ce conflit, il était clair que beaucoup d'éléments, des deux côtés, restaient négociables, interchangeables, flexibles. Des points qu'on peut remplacer par d'autres, tout en gardant la même intention ou le même objectif, simplement en passant par d'autres moyens, comme par exemple le détroit d'Ormuz. Est-ce que quelqu'un pense vraiment que si les États-Unis obtenaient tout ce qu'ils veulent à propos du détroit d'Ormuz, ou que si l'Iran obtenait tout ce qu'il veut à propos du détroit d'Ormuz, ce serait une négociation? Non. La seule situation où un camp en guerre obtient tout ce qu'il veut, c'est quand il y a une victoire militaire qui conduit à la capitulation totale de l'autre partie. Et ça n'est pas arrivé. Donc, il n'y a rien de réaliste à penser que l'un ou l'autre obtiendra tout ce qu'il veut. Dans chacun de ces cas, les sanctions, les avoirs gelés, le détroit d'Ormuz, même la question du programme nucléaire ou de son absence. Sur tous ces sujets, il y a une marge pour discuter, pour trouver une forme d'accord. Mais quand on parle du Liban, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'Israël en soi, mais bien parce que c'est Israël qui attaque le Liban. Et Israël a clairement montré qu'il ne quittera jamais le Liban, sauf s'il y est contraint, soit par la force militaire, soit par une pression diplomatique. Peu importe d'où vient cette pression diplomatique. Si les États-Unis ne la soutiennent pas avec une position ferme et des actions concrètes, alors Israël ne bougera pas. Je pense qu'aujourd'hui, on en est arrivé au point où, même si les États-Unis s'opposent politiquement à Israël, celui-ci ne mettra toujours pas fin à ses opérations dans le sud du Liban. Et pour ceux qui pensent qu'Israël pourrait se limiter au sud du Litanie, dans le sud du Liban, là où les combats ont réellement lieu, on voit une fois de plus que ce n'est pas possible. C'est en gros la situation actuelle de cet accord, je dirais. Surtout avec la frappe d'aujourd'hui et celle de la semaine dernière. Israël a la capacité de mener des frappes extrêmement précises, vraiment précises, sans dommages collatéraux. S'ils voulaient réellement viser une cible de grande valeur ou éliminer un dirigeant du Hezbollah, ils en ont les moyens. Même avec des frappes dites cinétiques, ils peuvent mener des opérations très ciblées. Le fait est que, d'après ce qu'on a vu avec la frappe récente et celle de la semaine dernière, ils choisissent de ne pas se restreindre. Ils choisissent de provoquer un maximum de dégâts collatéraux, quel que soit le type de frappe qu'ils mènent. Ils choisissent d'être destructeurs dans leurs actions militaires. Et ça devrait être évident pour tout le monde. Alors, quand on regarde le moment choisi pour les frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, le type de frappe, les dégâts collatéraux qu'elles causent, le mépris total pour la population civile, le mépris total pour toute tentative de règlement négocié ou d'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, surtout sur la question du Liban. Pour moi, c'est clair. Une fois de plus, Israël joue le rôle du perturbateur dans toute tentative de négociation de paix, si tant est qu'il y ait eu de véritables négociations sérieuses en cours.
peace negotiations actually happening. I think the Trump administration was pushing with a Je pense que l'administration Trump mettait énormément de pression. Faut que ce soit fait. Faut que ce soit fait. Faut que ce soit fait. Hé, t'as reçu la dernière version. Hé, l'Iran, vous avez reçu la dernière version. Vous l'avez signée. Pourquoi vous l'avez pas encore signée? Quand est-ce qu'on fait ça? C'était cette pression constante, presque obsessionnelle, pour que ça avance. Et du point de vue de l'Iran, c'était plutôt « Attendez, on veut bien aller vers un accord de paix, ou au moins vers une compréhension en ce sens, mais on ne va pas se précipiter dans quelque chose qui finirait par nous affaiblir, parce qu'on ne vous fait pas confiance, l'Amérique. » On n'arrive pas à la table avec la moindre confiance, ni d'un côté ni de l'autre. Et quand on regarde la façon dont Israël continue d'intervenir, de s'imposer, et franchement de gâcher toute tentative de mise en place d'un vrai dialogue, vous voyez, on essaie de dresser la table pour des discussions, et Israël revient sans cesse pour tout renverser, ruinant toute possibilité réelle de se dire « Est-ce qu'on peut avancer, passer du point A au point B ?» dans un esprit de négociation sincère. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Il est très probable qu'on voit une réponse de l'Iran. Et je pense que dans cette réponse, l'Iran sera très stratégique. L'Iran enverra des signaux à la Chine et à la Russie avant d'agir. Parce que quand on regarde la Chine et la Russie qui observent tout ça de l'extérieur, un peu comme des grands frères, enfin pas vraiment des grands frères, mais plutôt comme des acteurs stratégiques avec beaucoup de poids. Ils regardent la situation et disent en quelque sorte « Hey, Iran, on te soutient. » Mais ne vous emballez pas. N'allez pas, vous savez, brandir notre soutien à tout va en pensant qu'on va vous suivre dans tout ce que vous faites. Ne vous emballez pas. Je pense que quand on regarde comment l'Iran réagirait face à Israël dans cette approche, il y aura d'abord des signaux envoyés à la Chine et à la Russie. L'Iran dira en substance « Écoutez, c'était une ligne rouge dans nos négociations. Nous avons négocié de bonne foi. Ils ont agi ainsi. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons réagir. Et voici ce que nous allons faire. » Ils feront passer ce message à la Chine et à la Russie pour leur montrer que l'Iran ne prend pas leur soutien pour acquis. Et ensuite, l'Iran, probablement, par l'intermédiaire du Pakistan, fera passer un message aux États-Unis, du genre « Voilà pourquoi nous ne vous faisons pas confiance. » C'est pour ça que chaque fois que vous nous apportez une proposition de négociation que vous êtes pressé de signer, on prend notre temps pour l'examiner. Parce qu'on ne vous fait pas confiance. Et on ne fait pas non plus confiance à Israël, puisque vos deux intérêts sont étroitement liés. Alors ces frappes auxquelles nous allons répondre dans le nord d'Israël, peut-être même quelques attaques à Tel Aviv, pour viser une partie de la direction israélienne. À un certain moment, l'Iran va de nouveau retirer les gants et frapper l'aéroport Ben Gurion. Je suis d'ailleurs surpris qu'ils aient fait preuve d'autant de retenue jusqu'à présent. Mais, vous savez, je pense que, est-ce qu'ils vont frapper le nord d'Israël? Oui. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait aussi des cibles stratégiques à Tel Aviv, où l'on verrait des frappes? C'est possible. Il a dit, il y a quelques instants, ce que Donald Trump a déclaré au Wall Street Journal, qu'il compte bientôt annoncer que les États-Unis ont conclu un accord avec l'Iran par l'intermédiaire de Téhéran. D'ailleurs, Téhéran insiste beaucoup sur ce sujet. Dans cet article du Wall Street Journal, l'Iran n'a pas encore confirmé qu'il acceptait l'accord. Donald Trump veut l'annoncer, mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire concrètement. Et puis, Bibi. On a eu aujourd'hui un deuxième appel avec Bibi. Encore une fois, il essaie d'expliquer ce qui se passe. Pourquoi Israël a-t-il voulu attaquer l'Iran? Et quel était le sens de cette attaque? Mais après tout, Donald Trump dit que Bibi est d'accord, toujours selon ce rapport du Wall Street Journal, que Bibi est d'accord avec l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Alors, s'il est d'accord avec cet accord,
pourquoi a-t-il besoin d'attaquer Dahia? C'est la première question. Deuxième question. Il a dit aujourd'hui qu'Israël ne se retirerait pas du Liban, alors que c'est pourtant une partie de l'accord. Israël doit se retirer totalement du Liban. Ce sont des enjeux énormes pour l'administration Trump. Est-ce que vous voyez en ce moment précis un moyen, une marge de manœuvre que Donald Trump pourrait utiliser pour convaincre Benjamin Netanyahou de se retirer du Liban, alors même qu'il est en train d'attaquer le Liban? Aujourd'hui, il a attaqué le sud du pays. Il a attaqué des Gazaouis, des Palestiniens, la Cisjordanie et la banlieue de Beyrouth, à Daïeh. Imaginez un peu ce que fait le gouvernement israélien. Quand on regarde la situation, tout cela relève de la folie avec l'administration Netanyahou. Alors comment convaincre un homme pareil, un gouvernement pareil, d'arrêter tout ça? Pas seulement d'arrêter la guerre, mais aussi de se retirer du Liban. Eh bien, je pense que c'est très clair, non seulement à travers les événements récents, mais aussi depuis les mandats de l'ONU demandant à Israël de quitter le Liban. Israël ne quittera pas le Liban, ni à l'époque, ni maintenant, ni à l'avenir, à moins d'y être contraint par une forme d'action militaire. Les moyens politiques ou diplomatiques ne suffiront pas pour qu'Israël quitte le Liban, ni les fermes de Sheba sur le plateau du Golan, ni les zones occupées de Cisjordanie, ni Gaza, ou du moins pour qu'il revienne aux positions convenues dans l'accord de cessez-le-feu de la résolution 2803 des Nations Unies, adoptée il y a quelques mois, et que tout le monde a déjà oublié, parce que le cessez-le-feu à Gaza est un mensonge. Il n'a jamais existé. Donc quand on regarde l'intention d'Israël de se retirer ou d'arrêter ses opérations au Liban, dans le sud, on voit bien aussi qu'il peut tmama frapper Bajur. Ce n'est pas une position de négociation sincère. Et l'Iran le voit bien. Je suis même assez sûr que les États-Unis le voient aussi. Quand les États-Unis entrent dans ce nouveau cycle de négociation avec l'Iran, ils le font avec une position claire. Donald Trump veut sortir de ce conflit. Et quand je dis ça, certains répondent « Non, c'est pas vrai, regardez, il continue la guerre. » Mais Donald Trump veut en sortir, que ce soit en se frayant un chemin par la force pour obtenir une capitulation militaire de l'Iran ou en concluant un accord. Il a essayé les deux. Mais au fond, il ne veut pas prolonger cette situation pour obtenir plus de marge de manœuvre ou de pouvoir de négociation. Il veut en finir. Et cet accord, c'était sans doute la voie la plus probable, la plus proche, pour que Donald Trump puisse tourner la page et sortir du conflit. Est-ce que ça aurait été une négociation durable? Non. Est-ce que ça apporterait une vraie paix dans la région, entre Israël et le Liban, ou entre l'Iran et Israël, avec tout ce qui touche à la résistance? Non. Mais c'était clairement une façon pour Donald Trump de valider son ticket, de pouvoir dire « Voilà, on a fait notre part, on se retire. Ce qui se passe ensuite, c'est entre vous. » Et ensuite, on verra quelle position adopter vis-à-vis d'Israël. Mais pour ce qui est du conflit plus large, ce n'est plus notre problème. Sauf qu'Israël ne va pas laisser faire ça. Israël ne va pas permettre aux États-Unis de s'éclipser discrètement, sans s'impliquer, sans montrer un vrai engagement, soit pour continuer à soutenir Israël, soit pour dire clairement qu'ils ne le feront pas. Donald Trump ne pourra pas rester dans le flou ou marcher sur des œufs pour s'en sortir. L'Iran ne le permettra pas. Israël ne le permettra pas. Et l'Iran, de son côté, ne laissera pas Israël s'en tirer comme ça. Autant Donald Trump voudrait faire disparaître tout ça d'un claquement de doigts, autant il se retrouve maintenant au seuil d'un accord. Et encore une fois, on le voit presque, j'appellerais ça de la panique, une attitude désespérée de Donald Trump, du genre « on y est ». Je veux dire, jeudi dernier, non? Jeudi soir de la semaine dernière, donc il y a 4 jours.
Percée, grande nouvelle, l'accord est conclu, tout le monde est d'accord. On n'attend plus que les stylos pour pouvoir signer. C'est fait, c'est réglé. Et puis, on arrive à vendredi. C'est toujours bon, l'accord tient toujours. On règle encore quelques détails, mais c'est quasiment signé. Tout est prêt. Et puis, plus tard dans la matinée de vendredi, Donald Trump réagit en disant « L'Iran, ce sont des menteurs. » Ce ne sont pas de bons négociateurs. Ils négocient de mauvaise foi. Ils ne sont pas sincères. Ils ne veulent pas que ça se termine. Et puis, le vendredi à midi, tout va bien de nouveau. On est de retour sur les rails, on va signer un accord. Et le vendredi soir, on dit qu'on va tout boucler d'ici samedi. On est sûr de le signer dimanche. Et nous voilà dimanche, et on n'est pas plus près de signer quoi que ce soit qu'on ne l'était jeudi. En fait, je dirais même qu'avec ce qu'on a vu ce matin, les frappes encore une fois dans le sud de Beyrouth, on est maintenant encore plus loin d'un accord et de la signature de ce mémorandum d'entente. Parce que maintenant, l'intention d'Israël de poursuivre les frappes dans le sud du Liban la semaine dernière montre quelque chose de clair. C'est inquiétant, bien sûr, mais ils l'ont refait. Donc à présent, on voit qu'il y a un vrai schéma qui se répète. Et les États-Unis vont devoir décider, est-ce qu'on continue dans cette logique d'escalade, de désescalade, de représailles, encore et encore, jusqu'à ce qu'un des deux camps finisse par céder militairement, ou jusqu'à une reddition totale, ce qui n'arrivera pas. Ou bien, est-ce qu'on choisit la voie de la diplomatie et qu'on cherche un accord, ce qui suppose, d'une certaine manière, de remettre Israël un peu à sa place. Oui, c'est une information de dernière minute. Le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, vient d'annoncer qu'un accord a été conclu entre les États-Unis et l'Iran. La signature officielle est prévue pour le vendredi 19 juin en Suisse. Il affirme que les deux parties ont déclaré la fin immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Le problème, c'est que selon le Wall Street Journal, il y a quelques instants, l'accord avec l'Iran devrait inclure un cessez-le-feu au Liban, mais qui donnerait à Israël le droit de riposter en cas d'attaque. Et c'est bien là le problème. Je pense que le vrai problème, il est là. Quand on parle d'attaque, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ce sera une attaque contre Israël ou bien une attaque contre les forces israéliennes dans le sud du Liban? Parce que tant que l'occupation continue, le Hezbollah ne va pas reculer. Ils vont continuer à attaquer des Israéliens. Ils vont viser des chars Merkava, des batteries de défense aérienne, des soldats israéliens. Et ça va continuer encore et encore. Aujourd'hui, on a eu plusieurs rapports indiquant que le Hezbollah est capable d'abattre des drones israéliens et que leurs propres drones arrivent à passer à travers le système de défense aérienne. Leur système de défense aérienne n'est pas capable de les reconnaître. Je ne sais pas, peut-être à cause de la taille du drone, de son altitude, ou de la façon dont il survole et frappe les cibles, y compris les soldats israéliens. Hier encore, au moins 2 chars Merkava ont été détruits parce qu'il y a eu une attaque contre un groupe de chars Merkava dans le sud du Liban. 2 d'entre eux ont été détruits. C'est la réalité. Alors, si vous voulez soutenir Israël dans son occupation du Liban, et qu'ensuite vous dites que s'ils sont attaqués, ils vont riposter, eh bien, c'est la recette d'une guerre sans fin. Et dans ces conditions, on ne peut pas mettre un terme à aucune forme de guerre dans le sud du Liban. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, la question du Liban et des réactions d'Israël, c'est toujours un sujet important, et ça devrait l'être pour tout le monde. Je sais que l'Iran remet clairement en cause la sincérité de ce que dit Israël. L'Iran ne fait pas confiance à Israël. Israël ne fait pas confiance à l'Iran. L'Iran ne fait pas confiance aux États-Unis. Les États-Unis ne font pas confiance à l'Iran. Les États-Unis ne font pas confiance à Israël.
et Israël ne fait même pas confiance à Israël. Alors, quand on regarde tous ces aspects de méfiance, comment peut-on entrer dans une négociation fondée sur la confiance s'il n'y a aucune confiance? Il faut des garanties. Montrez-moi les preuves, montrez-moi les faits, avant d'aller plus loin dans n'importe quel accord. Par exemple, si d'ici vendredi, enfin, franchement, il faut regarder ça et se dire non, mais soyons sérieux, c'est absurde. Come on now, this is ridiculous. Thursday, we're signing the deal Friday. Jeudi, on signe l'accord. Vendredi, on signe l'accord. Samedi, c'est sûr, ce sera dimanche. L'affaire est conclue, on sort le champagne, c'est fait. Et maintenant, on nous dit que ce sera pour vendredi 19. Mais il n'y a pas d'accord. Il y a juste la volonté d'en avoir un. On ne peut pas parler d'accord quand les points essentiels ne sont même pas encore négociés. Ce qu'on a, ce sont des discussions, des échanges. Ce n'est pas la même chose. Imaginez que vous achetiez une maison. Vous êtes censé signer les papiers de clôture. C'est le grand jour. Mais vous ne connaissez pas encore le taux d'intérêt ni le montant des mensualités. Vous ne savez même pas si c'est sur 30 ans ou sur 15 ans. Si rien de tout ça n'a été négocié, vous n'êtes pas en train de finaliser l'achat d'une maison. Ce n'est tout simplement pas vrai. Alors, quand on regarde la situation aujourd'hui, eh bien, maintenant, on nous dit que ce sera pour vendredi prochain. Bon, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici vendredi prochain. Et si vous comptez sur Israël pour faire preuve de retenue, alors vendredi prochain n'arrivera jamais. C'est complètement absurde. Personne au monde ne devrait croire que c'est sérieux, d'aucune manière. Et je sais qu'en Iran, on ne prend pas ça au sérieux non plus, pas dans l'idée réelle de négocier ou de parvenir à un accord. On voit encore une fois les États-Unis se faire manipuler par Israël, utilisés comme un moyen de gagner du temps. Même si les États-Unis ou Donald Trump cherchent sincèrement à conclure un accord, ils ne freinent pas Israël dans cette affaire. Donc il n'y aura rien, et les efforts de Donald Trump ne doivent pas être considérés comme sérieux ou authentiques. Et si, entre maintenant et vendredi, on voyait des preuves concrètes, quelque chose de tangible, pour tout le monde impliqué, que d'ici cette date et cette heure, l'Iran doive libérer ou lever le contrôle sur les aspects militaires du détroit d'Ormuz. Alors là, oui, on pourrait commencer à parler de quelque chose de réel. Et il faut qu'on voit un vrai flux de marchandises, sans obstacle. Les États-Unis vont débloquer les fonds gelés, pas à travers un intermédiaire, pas via un faux processus, mais de manière réelle et officielle. Et Israël va, disons, commencer à se retirer du Liban. Je veux dire qu'on me montre des preuves que les forces israéliennes partent vraiment, qu'elles ne sont pas en train d'établir une zone tampon ou simplement d'arrêter de tirer pendant un moment, mais qu'elles quittent réellement le pays. Ça, c'est la première étape. Disons que ça se produit d'ici mardi. Et puis, d'ici jeudi, le détroit d'Ormuz est complètement libre. Le contrôle administratif iranien et omanais est transparent pour le reste du monde, à part quelques frais d'entretien. D'autres sanctions ont été levées et Israël s'est totalement retiré du Liban. Alors je dirais, d'accord, bon, maintenant il y a peut-être une possibilité de signature d'ici vendredi. Mais si on continue simplement à parler encore et encore de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on pourrait faire, sans qu'il ne se passe rien de concret, dans un climat de confiance zéro entre les parties en négociation, eh bien, rien ne se passera d'ici vendredi. On va juste continuer à repousser le problème. Et à tout moment, Israël fera quelque chose qui fera complètement dérayer le processus. Et vous savez, encore une fois, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'il y aura une réponse iranienne. Et à partir de cette réponse iranienne, les États-Unis essaieront de rejeter la faute sur l'Iran en disant « Regardez, c'est eux qui ont mené cette attaque. » Mais on s'était mis d'accord pour en gros ne pas répondre.
ne pas riposter, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Vous voyez, l'Iran est en train de rompre l'accord. Et si vous êtes l'Iran, vous dites, eh bien, une partie essentielle et intrinsèque de cet accord, c'était qu'Israël ne ferait pas ça. Et pourtant, ils l'ont fait, même pendant les négociations sur ce sujet précis. Donc oui, ce n'est pas un accord de bonne foi. Je pense qu'on va voir l'Iran réagir à ces frappes très rapidement. Et je pense que les États-Unis vont aussitôt adopter une position du genre. Regardez, l'Iran essaie de faire échouer l'accord. Alors qu'en réalité, c'est Israël qui est en train et qui continuera à saper toute négociation qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, obliger Israël, au moins sur le plan diplomatique ou politique, à quitter le Liban. Et je ne pense pas qu'Israël ait l'intention de le faire, ni qu'il le fera. Je pense que Donald Trump lui-même, ainsi que son administration, font partie du problème. Ils ne font pas partie de la solution, Tony. Non, non, non. Ils ne sont pas sincères. Ils ne cherchent pas vraiment à conclure un accord quel qu'il soit entre les États-Unis et l'Iran. Parce qu'un conseiller principal du président syrien a dit que les États-Unis avaient proposé que nous rejoignions le combat contre le Hezbollah au Liban. L'idée, c'était que la Syrie et les Israéliens unissent leurs forces pour combattre le Hezbollah au Liban. Mais nous avons refusé, a dit le conseiller du président syrien. Nous avons refusé. Nous ne voulons pas nous ingérer au Liban. C'est la ligne rouge. Il y a 2 jours à peine, le président syrien a rencontré le premier ministre libanais. Il lui a dit « Ne négociez pas avec les Israéliens. Nous, on l'a fait, et il n'en est rien sorti. Rien de positif. » On sait bien ce qu'Israël fait en Syrie. Ils bombardent tout. Dès qu'ils trouvent un moment, ils vont bombarder la Syrie. Voilà le résultat. Et en plus, ces gens-là ne sont même pas proches de l'Iran, ni d'aucun mouvement de résistance. En réalité, ils sont liés aux États-Unis, à Israël, à la Turquie. Et eux, ils disent qu'il n'y a aucune raison de ne pas négocier avec les Israéliens. Mais les Israéliens, eux, s'en moquent des négociations. Ils veulent te bombarder, ils veulent te détruire. Et là, on voit Donald Trump sortir et dire qu'il n'est pas content de ce que fait Netanyahou. Pourtant, il fait la même chose. Il est juste en train de rassembler, je pense, de préparer ce qui se passe autour des négociations. Il cherche une sorte de porte de sortie pour lui-même. Et il ne va offrir aucune garantie concernant la situation au Liban, dans le sud du Liban. Tu vois ça venir? Eh bien, pour tous ceux qui pensent qu'ils vont obtenir une bonne négociation en négociant avec des terroristes, c'est insensé. Et Israël est un État terroriste. Israël n'est pas un État qui soutient le terrorisme. Israël est un État terroriste. Bibi Netanyahou est un terroriste. On le voit aujourd'hui plus que jamais, avec la destruction complète de toute possibilité de solution politique ou diplomatique vers la paix. Israël va continuer, à chaque étape, à saper toute forme de paix ou tout accord qui mettrait fin au conflit. Même si Israël obtenait tout ce qu'il veut, même si, disons, demain un accord magique était conclu, du genre, Israël, toutes les hostilités vont cesser, la guerre va se terminer, la guerre est finie, toutes les guerres sont finies. Israël n'est plus en état d'urgence. Israël va obtenir tout ce qu'il veut de cet accord. Tout est terminé. Enfin, Netanyahou va quand même trouver un moyen de maintenir Israël en guerre et de garder les pouvoirs d'exception entre ses mains. Parce que sinon, il risque un procès, il risque des poursuites et il ne veut pas de ça. Alors, quel meilleur moyen d'éviter la prison que de continuer la guerre sur tous les fronts ou de saisir chaque occasion d'en ouvrir un nouveau? Et si ce n'est pas le Liban, ce sera une avancée plus profonde en Syrie. Et si ce n'est pas la Syrie, ce seront des tentatives de provoquer un conflit avec la Turquie. On l'a déjà vu. En plein milieu du conflit actuel, Israël laisse déjà entendre, au moins en principe, que la Turquie pourrait être la prochaine.
Israël n'a jamais eu l'intention de mettre fin à la guerre. C'est un État terroriste, obsédé par le chaos et le conflit. Tant que l'administration israélienne actuelle et les dirigeants en place resteront au pouvoir, il n'y aura pas de fin à la guerre ni aux affrontements. Et donc, pour ce conflit en particulier, pour cette guerre que nous avons lancée, je pense que si on remonte jusqu'au 28 février, quel que soit le mensonge vendu à l'administration, à savoir que cette guerre serait une victoire rapide et décisive pour Donald Trump, que tout serait terminé très vite, eh bien, quiconque a cru à ça est un parfait idiot. Et honnêtement, je ne pense pas qu'en réalité quelqu'un dans l'administration Trump y ait vraiment cru. C'était juste une excuse commode pour convaincre Donald Trump de passer à l'action. Mais pour ceux qui détiennent réellement le pouvoir, les Jared Kushner, les Steve Witkoff, les Rothschild et tous ceux qui tirent les ficelles dans l'administration Trump, l'objectif a toujours été que cette guerre continue. Parce que cela donne à Israël l'occasion de continuer à prendre des terres à Gaza, à en prendre en Cisjordanie, au Liban et même à en prendre en Syrie pour y établir, si on veut, une zone tampon. Tout cela s'inscrit dans le grand projet d'Israël, celui du Grand Israël ou de la Pax Judaïca. Et Israël est, selon toutes les définitions possibles que nous avons établies dans les normes et les lois internationales, un État terroriste. Et si nous pensons qu'il pourrait y avoir des négociations avec qui que ce soit qui serait un jour respecté ou tenu par un État terroriste, alors nous nous mentons simplement à nous-mêmes. Voici ce que Donald Trump vient de publier, il y a quelques instants. C'est encore une annonce de dernière minute. L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais conclu. Félicitations à tous. J'autorise par la présente l'ouverture totale et libre du détroit d'Ormuz, et j'autorise en même temps la levée immédiate du blocus naval des États-Unis. Navires du monde entier, démarrez vos moteurs. Laissons couler le pétrole. Voilà ce que Donald Trump a déclaré il y a à peine 2 minutes. Et pour l'instant, nous n'avons aucune réaction du côté iranien. Je pense qu'il faut attendre, voir quelle sera leur réponse. Aucune réaction pour le moment. Honnêtement, je crois qu'il invente tout ça. Il vient juste d'improviser. It's insane. It's absolutely insane. C'est insensé. C'est complètement fou que Donald Trump soit assis dans le bureau ovale, en train de regarder l'arène de l'UFC, pendant que les combattants arrivent, que les fans arrivent et qu'il fête son anniversaire. Il a probablement soufflé les bougies sur son gâteau. Et autour de lui, il n'y a que ses fans les plus obséquieux, enfermés, disons, dans une sorte de bulle de mensonges, à lui dire « Monsieur, c'est le moment parfait pour annoncer notre grande victoire. » Et c'est exactement ce que c'était. C'est pour ça qu'il tenait absolument à ce que tout se passe dimanche. Il ne devrait y avoir aucun doute, vraiment aucun, dans l'esprit de qui que ce soit, sur la raison pour laquelle Donald Trump insistait, encore et encore, pour que tout soit signé et rendu public le dimanche 14 juin. Aucun doute. Je veux dire, pendant qu'on parle, un tribunal fédéral a exigé qu'on retire le nom de cet homme du Kennedy Center, parce qu'il voulait le baptiser de son propre nom. Et franchement, si quelqu'un pense que le fait d'avoir choisi le dimanche 14 pour signer l'accord et rouvrir le détroit n'a rien à voir avec son anniversaire, eh bien c'est de la naïveté. Donc oui, c'est bien ce qu'il voulait. Et le fait est que, concernant le blocus naval américain, le blocus naval américain n'a jamais été un moyen de contrôle réellement efficace du détroit d'Ormuz. En réalité, le seul rôle du blocus américain dans le golfe d'Oman, qui servait de filtre à tout ce qui entrait ou sortait du détroit d'Ormuz, c'était surtout de maintenir un contrôle secondaire par rapport au blocus qu'imposait déjà l'Iran sur le détroit lui-même. Et ce blocus iranien, lui, prévoyait quand même des exceptions pour certains navires autorisés à passer.
Donc, la levée du blocus américain, d'accord, très bien, mais ça ne change rien du tout concernant le détroit d'Ormuz lui-même. Et qu'a dit l'Iran? On n'a encore rien entendu de l'Iran. En fait, le Pakistan dit que cet accord ne sera pas signé avant le vendredi 19 juin. Et l'Iran dit, eh bien, on n'en est pas encore là pour la signature. Il y a encore des problèmes, notamment le fait qu'Israël a de nouveau frappé le sud de Beyrouth aujourd'hui. Non, on est loin d'un accord signé ou finalisé. En réalité, on est encore plus loin aujourd'hui, dimanche 14 juin, qu'on ne l'était jeudi dernier. Oui, plus loin maintenant qu'à ce moment-là. Et pourtant, Donald Trump avance avec cette grande célébration. Franchement, quiconque croit à ça est simplement naïf et ne fait pas attention. Donald Trump veut boucler cette affaire pour pouvoir se rendre au sommet du G7 demain, qui se tient du 15 au 17. Il veut arriver à ce sommet avec une sorte de victoire à présenter, mais il ne l'aura pas. La vérité, c'est que l'accord n'est pas signé. Et la vérité, c'est que le détroit d'Ormuz a toujours été ouvert. Il est contrôlé, oui, sur ce qui peut entrer ou sortir, mais il reste ouvert. C'est un peu comme dire que si vous devez traverser la frontière entre les États-Unis et le Canada, montrez votre passeport, et que les autorités décident qui peut passer ou non, alors la frontière serait fermée. Ce n'est pas vrai. Il y a un contrôle frontalier qui détermine qui et quoi peut passer et quand, mais la frontière n'est pas fermée. Donc le détroit d'Ormuz n'était pas fermé. Il est simplement contrôlé. Et Donald Trump n'arrive pas à accepter que ce contrôle ne lui appartient pas, ni aux États-Unis, mais à l'Iran. Et c'est un fait. Donc vous savez, Donald Trump peut bien dire à la marine américaine autant qu'il veut, levez le cordon extérieur, le blocus extérieur. Très bien, d'accord. Mais ça ne change absolument rien au fonctionnement réel du détroit d'Ormuz tant que l'Iran n'est pas prêt et disposé à le faire. Et l'Iran ne l'est pas. Ce tweet, c'était juste une perte totale d'encre numérique, uniquement destinée à la consommation intérieure. Pendant que les États-Unis s'occupent aujourd'hui de grands combats de l'UFC sur la pelouse de la Maison-Blanche et de la célébration de l'anniversaire de Donald Trump au Capitole. Il veut une grande victoire pour marquer ses 80 ans. Mais encore une fois, c'est pour la politique intérieure. Ce n'est pas vrai. Ce n'est certainement pas ancré dans la réalité. Le meilleur cadeau que le premier cercle de son gouvernement aurait pu lui faire pour son anniversaire, c'est de lui confisquer son téléphone portable. Je pense que Netanyahou vient de lui offrir son cadeau d'anniversaire, et c'était l'attaque contre le Liban. Et maintenant, on va sans doute voir une attaque iranienne contre Israël, puis une riposte israélienne contre l'Iran. La question c'est, est-ce que ça va continuer à s'intensifier, ou est-ce que les États-Unis vont intervenir comme on l'a vu récemment? Vous savez, lors de la dernière attaque, il y a eu 2 attaques iraniennes contre Israël, une attaque israélienne contre l'Iran, puis les États-Unis ont réagi à la 2e attaque iranienne contre Israël. Je ne sais pas si Netanyahou est en train de piéger à nouveau l'Iran, ou de piéger encore une fois les États-Unis dans cette équation, parce qu'on connaît bien les capacités d'Israël. Quand on parle du système de défense aérienne, de leur capacité offensive, des avions de chasse, sans les États-Unis, ils ne pourront pas atteindre les frontières de l'Iran, ni s'en approcher pour frapper leurs cibles. Leurs avions doivent être ravitaillés en vol, tu vois, en s'approchant de la frontière iranienne. S'ils comptent le faire, je ne sais pas. À mon avis, l'Arabie saoudite ne les laissera pas utiliser son espace aérien. Ils passeraient donc par l'Irak, la Syrie, puis à nouveau l'Irak, avant d'arriver près de l'Iran. Mais ils ont besoin des États-Unis pour les aider à mener cette attaque, pour atteindre la zone et viser certains points, peut-être dans le golfe Persique. Quelle est ta lecture de tout ça? Parce que maintenant, Donald Trump a une option, à mon avis. Si l'Iran attaque Israël, Israël vient de lui offrir son cadeau d'anniversaire.
Est-ce qu'il veut vraiment continuer dans ce cycle de représailles, laisser Israël attaquer l'Iran ou le Liban? C'est un piège pour Donald Trump lui-même. Toi, comment tu vois les choses? Eh bien, le mot piège, je ne dirais pas le contraire. Mais dire qu'on est piégé, ce serait donner trop de crédit au gouvernement israélien ou à Israël et trop de marge de manœuvre aux États-Unis. Le montage d'un piège, quand c'est aussi, ce piège, c'est comme dans les vieux dessins animés de Bip Bip et Coyote. Vous savez, avec un bâton qui tient une pierre et en dessous des graines pour oiseaux, avec une pancarte « graines gratuites ». Tout le monde peut voir ça et dire « bon, c'est un piège ». Les États-Unis, eux, sont toujours prêts à tomber dedans, que ce soit ou non le choix de Donald Trump. Et d'ailleurs, ce n'est plus entre ses mains. Quand Donald Trump a vendu notre pays, à travers le processus électoral, à Mario Madison, aux Rothschild et aux lobbies sionistes, Donald Trump n'était plus qu'une marionnette. Donald Trump, c'est juste la figure de proue. C'est juste le porte-voix. Il n'a aucune autorité là-dedans. Quand on regarde qui veut continuer à nous ramener vers le conflit, peu importe ce que Donald Trump pense vouloir. Et franchement, je ne crois même pas qu'il sache ce qu'il veut. Ce sont le complexe militaro-industriel et les forces qui agissent en dehors de l'autorité et du véritable pouvoir de Donald Trump qui vont continuer à nous y ramener. Vous pensez vraiment que le complexe militaro-industriel veut se détourner d'une machine à fric comme la production militaire liée à Israël? Mon Dieu! Israël, c'est comme un accro avec la carte de crédit de son père. Et le complexe militaro-industriel, c'est le dealer. Le complexe militaro-industriel ne laissera jamais une administration américaine, déjà liée à lui, déjà compromise par son argent, s'éloigner de ce cadeau qui ne s'arrête jamais, comme un drogué avec des fonds illimités. Donc oui, le complexe militaro-industriel ne va pas se détourner d'Israël. Pourquoi le ferait-il? Je vous interromps. Des fonds sans fin venant des contribuables américains. Oui, exactement, c'est bien ce que je dis. C'est comme si Israël était le dealer ou l'addict, l'enfant gâté, incontrôlable et insupportable des États-Unis, devenu adulte, accro, et qui a toujours la carte de crédit de papa, celle du contribuable américain. Et vous pensez vraiment que le complexe militaro-industriel va renoncer à cette vache à lait, à ce cadeau qui ne cesse de rapporter? Non, bien sûr que non. La paix au Moyen-Orient serait une catastrophe pour le complexe militaro-industriel. Donc à ce stade, on est au-delà de l'autorité et des décisions de Donald Trump. C'est au-delà de ce que Donald Trump pense pouvoir contrôler. Et voilà le point important. Comment on pourrait arriver à un accord de paix, ou du moins à une façade de paix? D'accord. Si l'Iran choisit de ne rien faire, si l'Iran décide de dire « Très bien, tout va bien, on va s'arranger, l'uranium, on va s'en occuper, libérez-nous quelques fonds, on va régler tout ça. » Les attaques au Liban, elles sont limitées. Ce n'est pas vraiment le début de la guerre. L'Iran pourrait très bien adhérer à ce récit. Oui, l'Iran pourrait suivre cette version et on pourrait avoir une paix fabriquée de toutes pièces, pendant que la plupart du monde n'y verrait que du feu. Comment je sais que ça pourrait marcher? Parce que c'est exactement ce qu'on a fait à Gaza. On a encore abandonné les Palestiniens, avec toute cette idée d'un accord de paix, de cette fameuse route vers la paix. Et pourtant, depuis le cessez-le-feu, qui n'en a jamais vraiment été un, ni commencé ni cessé, à Gaza, tout ça c'est un mensonge. Et depuis ce soi-disant accord de paix, ce cessez-le-feu, cette route vers la paix, où en est-on aujourd'hui? Israël contrôle maintenant environ 80% de Gaza. Alors que le jour où cet accord de paix a été signé, tout le monde disait « Ah, il y a enfin la paix à Gaza !» Ils contrôlaient peut-être 53% du territoire. Aujourd'hui, ils en contrôlent 80%.
physiquement. Et en ce moment même, l'aide humanitaire est de nouveau totalement bloquée, à 100%. Elle ne peut plus du tout entrer à Gaza. Et pourtant, si le monde continue de croire qu'il existe un accord de paix, c'est parce que ceux qui détiennent le pouvoir continuent de le répéter, tandis que ceux qui s'y opposent n'ont pas de voix. Alors l'Iran pourrait très bien céder à tout ça et faire semblant qu'il y a un accord de paix. Le détroit d'Ormuz reste ouvert, on négocie un accord nucléaire et on a récupéré nos avoirs gelés. Il y a des sanctions, oui, mais on est d'accord avec ça. Tout va bien. Et dès que quelqu'un ose dire « Mais qu'en est-il du fait qu'Israël est toujours au Liban et continue d'attaquer au nord du Litanie ?» Eh bien, on répond que leurs attaques ont diminué, qu'elles ne semblent plus offensives. Ils sont toujours dans le sud du Liban, mais ils ont promis qu'ils allaient partir. L'Iran pourrait très bien se plier à ce récit et rejoindre le mensonge comme tout le monde, mais l'Iran refuse de le faire. Et c'est justement ce que Donald Trump n'avait pas prévu quand il a lancé cette guerre. Il pensait que ça décapiterait le gouvernement, que ça provoquerait, qu'enfin, ça infligerait une douleur incommensurable. Et c'est pour ça que je ne pense pas que la frappe sur l'école de Manab ait été un accident. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas la confusion ou le brouillard de la guerre. Les États-Unis l'ont fait délibérément, dans le cadre d'un plan plus large visant à infliger une grande souffrance à l'Iran, pour pousser l'Iran à se retirer de tout ça, à accepter n'importe quel accord et à le signer tel quel. Et l'Iran refuse de le faire. C'est ce qu'Israël et les États-Unis n'avaient pas prévu dans leurs calculs, dans leur idée, de la façon dont tout ça devait se terminer, comme d'habitude. Vous voyez, ce genre d'accord de paix, où tout le monde est content. On a infligé un maximum de douleur à l'Iran, donc ils vont accepter le principe et personne n'y verra rien. Eh bien, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'Iran n'allait pas accepter ça, même sur le principe. Et l'Iran n'allait pas non plus s'y plier, alors qu'il est évident qu'un des aspects essentiels du soutien de l'Iran à la résistance, c'est en réalité la défense de la souveraineté du Liban. Le gouvernement libanais, lui, ne défend pas la souveraineté du Liban. Je veux dire, c'est évident, non? Avec toutes ces frappes à Beyrouth, toutes ces frappes au nord du Litanie, dans toutes ces attaques, Israël a assassiné un officier supérieur de l'armée libanaise. Pas du Hezbollah, de l'armée libanaise. Israël l'a tué dans sa voiture, alors qu'il allait au travail. Et qu'a fait le Liban? Rien. Absolument rien. Donc c'est l'Iran qui défend la souveraineté libanaise, pas le gouvernement du Liban. Et si la résistance est bien ce mécanisme-là, alors elle continuera d'être soutenue. Ce que Donald Trump, Israël et d'autres n'ont pas pris en compte, ou peut-être qu'ils l'ont fait, mais sans en mesurer toute la gravité, c'est que l'Iran ne va pas se retirer. L'Iran n'acceptera pas un autre mensonge déguisé en accord de paix, comme certains pays l'ont fait. Il n'acceptera pas non plus cette façade de paix, comme l'Europe de l'Ouest l'a fait à propos de Gaza, ou comme les États-Unis l'ont fait à propos de la Palestine. L'Iran ne fera pas ça. L'Iran ne leur donnera pas cette satisfaction. Y a-t-il un accord de paix? Non. Y a-t-il un accord tout court? Non. Est-ce que c'est signé? Non. Maintenant, on parle de vendredi prochain. Est-ce qu'on arrivera à vendredi prochain avec tout ça encore en place? Non. Parce que l'Iran va réagir. Let me just, here's what New York Times reported. Iran called up. Voici ce qu'a rapporté le New York Times. L'Iran aurait annulé sa frappe de représailles prévue contre Israël après que Donald Trump, par l'intermédiaire de contacts, a exhorté Téhéran à faire preuve de retenue. Mais le vrai sujet, c'est ce qu'on a appris des Iraniens, Tony, ce que tu entends de leurs sources. Certaines sources iraniennes affirment que les États-Unis auraient été contraints d'accorder de nouvelles concessions importantes concernant le Liban, en échange du fait que l'Iran ne réponde pas à l'attaque sur Beyrouth. De quoi s'agirait-il exactement?
Il semble que l'Iran ait exigé le retrait de toutes les forces israéliennes du territoire libanais. Encore une fois, on attend une confirmation. Apparemment, l'Iran aurait dit « Si vous voulez qu'on n'attaque pas Israël, alors Israël doit se retirer totalement du Liban. » C'est en train de devenir vraiment C'est bizarre. irréaliste. It's bizarre. It's as if C'est bizarre. C'est comme si, tu vois, je serais même pas surpris que ce soir, Donald Trump poste un message pour souhaiter bonne chance aux Knicks pour le match de lundi soir. Alors que tout le monde se dit, mais c'est fini, les Knicks ont déjà gagné. De quoi il parle? De quoi il parle? Mais quelqu'un dit à Donald Trump, les Knicks sont super populaires en ce moment. Et du coup, Donald Trump se dit ce soir, les finales NBA? J'espère que les Knicks vont gagner demain soir. Et tout le monde autour se dit, mais les finales sont terminées. Les Knicks ont déjà gagné. Et pourtant, t'as encore des gens qui vont dire, ce soir, je regarde le match Knicks-Spurs. Alors que les gens rationnels se disent, mais la série est finie. C'est déjà fait. C'est gagné. Enfin, non. Donald Trump a dit qu'il y avait un match ce soir. Alors je vais le regarder. Et ils vont même acheter des billets avec leur téléphone Trump. Ils arrivent au stade et là, il n'y a pas de match. Leur téléphone Trump ne marche pas, mais ils vont quand même y croire. On entre maintenant dans un tout nouveau monde d'absurdité. Ce que je veux dire au peuple américain et à tous les autres, c'est qu'on n'a même pas besoin de remonter à l'aube de l'histoire. Remontons juste à vendredi. Oui, vendredi, il y a 2 jours, quand le week-end a commencé. À ce moment-là, tout était terminé. C'était signé. L'affaire était conclue. On était prêt à avancer là où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut juste revenir un instant, regarder 48 heures en arrière, comparer la situation d'alors à celle d'aujourd'hui et se dire que toutes les conditions actuelles sont pires que jeudi? À ce moment-là, il y avait déjà des questions sur cet accord qui n'a pas été signé vendredi ni samedi et qui ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et maintenant, le Pakistan, qui est l'interlocuteur principal, dit que ça n'arrivera pas avant vendredi 19. Ils n'ont même pas cherché à adoucir le message. Ils n'ont pas dit « on a encore quelques détails à régler, on va finaliser ça et le signer lundi au sommet du G7, on en fera un grand événement ». Non, même pas. Ils sont pas sûrs du tout. Ils disent juste « bon, repoussons ça à vendredi prochain ». Oui, simplement, repoussons ça à vendredi prochain. Comment? Tony, quelque chose vient de sortir dans les médias iraniens, un média officiel en Iran, Fars News, qui est proche des gardiens de la Révolution. Ils disent que l'Iran a forcé les États-Unis à accepter un retrait complet des forces israéliennes du Liban, comme concession supplémentaire, au lieu de mener une attaque. Donc ils ont ajouté un nouveau point à l'accord. Israël va se retirer totalement du Liban. Je pense que si c'est vrai, si ce rapport, si cette information est exacte, et si Fars ne se trompe pas, moi je crois ce que dit Fars, parce qu'ils sont très proches des gardiens de la Révolution. Je le crois justement parce qu'ils reflètent la position des gardiens. Si c'est ce qu'ils affirment, alors ils ont peut-être vraiment obtenu quelque chose sur ce plan-là. Et je pense que ça va être énorme. Et ça, ce serait tout à fait logique. Et pendant un instant, je pense que quand on regarde toute cette situation, en tant qu'être humain, il devient très facile de mêler l'émotion au pragmatisme de la réalité. De se dire « Ah non, on ne peut pas y croire parce que c'est un tel qui l'a dit ou parce que c'est tel autre ». Mais prenons juste 1 minute pour regarder les choses avec bon sens. Est-ce qu'il y a un conflit en cours? Oui. Est-ce qu'il y a 2 camps dans ce conflit? Un pays A et un pays B? Oui. Et les conditions actuelles, celles qui devraient mener à un accord ou à une négociation sur la façon dont tout cela se termine, est-ce que ce processus est en cours?
Eh bien, on nous a dit que c'était le cas. Et dans toute négociation, à moins qu'il n'y ait eu une reddition totale ou une défaite militaire complète de l'un des camps, qui le force à accepter toutes les conditions, ce qui n'est pas le cas ici, il y aura forcément un échange du type « je te donne ça contre ça » ou « ça contre ça », selon qui détient l'avantage dans tel ou tel domaine, n'est-ce pas? Et le fait est que dès le départ, le pays B, qui est l'Iran dans ce cas, mais disons-le de façon neutre pour enlever toute émotion, le pays B a plus de levier. Il a plus de marge de manœuvre dans chacun des volets de l'accord que le pays A, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, sur ce point précis, le pays B est prêt à céder une partie de son influence. Le détroit d'Ormuz est États-Unis. Si on voulait vraiment faire mal, non seulement on le bloquerait complètement, mais on activerait aussi nos forces en mer Rouge pour couper Bab el-Mandeb. Là, ce serait vraiment douloureux. Alors, quand on pense à tout le levier dont dispose l'Iran, et au fait que l'Iran est prêt à en relâcher un peu, pourquoi au juste? La seule chose pour laquelle ils sont prêts à céder une partie de leur influence, la seule sur laquelle ils ne lâchent pas vraiment, c'est la question du Liban. In those negotiations, in Iran's most important part of this deal, they're even willing to accept some maneuver space of, okay, perhaps at this stage of the deal, Israel does not leave in Lebanon entirely, but leave south of the Litani River, do not step foot or send a bullet or a bomb or even a bad look north of the Litani towards Beirut. Don't do it. And then we'll talk about the South and you eventually leaving. But for now, for the sake of this deal, don't do it. And then you see, what does Israel do today? Sends bombs into southern Beirut. And so if you're Iran, you're saying, okay, we had this deal. We were willing to give some of our leverage for this. You spat in our face and stomped all over that. So now you're going to have to give us more. Alors maintenant, tu vas devoir nous en donner plus. Oui, maintenant, tu vas devoir nous en donner plus. Tu nous as montré que tu donnerais même pas ça. Donc maintenant, j'ai encore moins confiance en toi. Et avant que je te fasse confiance, même un tout petit peu, tu vas devoir me donner ça. C'est logique, c'est la suite naturelle dans l'approche de l'Iran. D'accord, regardons les faits. On a dit, ne le faites pas. Ils l'ont fait. On a dit, s'ils le font, on frappera. Les États-Unis, maintenant, vous avez peur que tout ça fasse dérailler l'ensemble. D'accord, c'est une inquiétude légitime. Alors voilà notre contre-proposition. Notre contre-proposition, c'est simple. Vous avez deux options. Choisissez votre scénario. Soit on riposte et on frappe fort, soit l'accord devient un nouvel accord. Vous sortez complètement du Liban. Entièrement. Vous partez, tout de suite. Vous partez. Voilà le nouvel accord. La position de négociation des États-Unis, rien que dans les 12 dernières heures, a encore changé et elle s'est affaiblie. Et moi, je demande à tout le monde de regarder ça de manière objective, en tenant compte du conflit, de la réalité et du fait qu'il y a de nombreux pays souverains, chacun avec ses propres intérêts, impliqués dans tout ça. Si on regarde la situation uniquement du point de vue américain, ou uniquement du point de vue israélien, ou encore iranien, on finit par dire, vous voyez, on ne peut pas leur faire confiance. D'accord, mais prenons un peu de recul. Qu'est-ce qu'on attend d'un pays souverain, avec ses propres intérêts et ceux liés à sa position de négociation? Si moi, je passe un accord avec quelqu'un et qu'il me promet, à telle date, j'aurai ce produit pour toi. Je vais le faire pour toi. D'accord. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Eh bien, j'ai besoin de la moitié à l'avance. J'ai besoin de 50% tout de suite. D'accord. Voilà la moitié à l'avance. Lundi, je récupère ce que tu dois me faire et je te paierai le reste. C'est bien ça? Marché conclu. On ne paye pas tout à l'avance et on ne donne pas non plus le produit sans paiement. Il y a un accord.
Et disons que lundi, ils te doivent tout ça. Mais ils arrivent en disant, écoute, j'ai eu un problème, un mauvais week-end, tout s'est embrouillé et je ne vais pas pouvoir te le livrer lundi. Eh bien, ta réponse, c'est attends, je t'ai déjà payé, je t'ai donné la moitié à l'avance. Donc voilà le deal. Soit on arrête tout et tu me rembourses l'argent que je t'ai donné. Je ne veux plus de votre produit, j'irai voir ailleurs. Et sinon, je vous poursuivrai. Ou alors, la personne qui a tout gâché essaye d'arranger les choses en disant « Écoutez, je suis désolé, on avait un accord. Vous m'avez payé cette somme. J'étais censé vous fournir ça. Vous me donnez le reste de l'argent et vous avez votre produit. C'était le deal. J'ai fait une erreur. Alors voilà ce qu'on va faire. Parce qu'on tient à votre part de cet accord, parce qu'on vous apprécie en tant que client, on va vous offrir un petit plus. On va vous donner quelque chose en plus, gratuitement. Et là, on répond, d'accord, vous savez quoi? Oui, allons-y. C'est exactement là où on en est aujourd'hui. On avait un accord. Vous deviez faire ceci. Nous, on devait faire cela. Mais vous n'avez pas tenu parole, l'Amérique. Vous n'avez pas tenu parole. Vous n'avez même pas réussi à empêcher Israël de bombarder Beyrouth, ne serait-ce qu'un seul jour. Tu n'as même pas réussi à le faire pendant une seule journée. Pourquoi est-ce qu'on devrait croire que vous pourriez empêcher Israël de rallumer ce conflit pendant 60 jours, le temps de ce protocole d'accord, alors que vous n'y arrivez même pas pour un après-midi? Donc, si vous voulez poursuivre cet accord, il va falloir rendre l'offre plus intéressante. L'Amérique. Israël, l'Amérique, c'est la même chose. Il faut rendre l'offre plus intéressante. Et non, ce n'est pas suffisant d'arrêter de bombarder au nord du Litanie, parce que vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Il faut se retirer complètement. Est-ce que les États-Unis ou Israël vont accepter ça? Non. Alors à quoi devons-nous nous attendre dans les 12 à 24 prochaines heures? Une réponse de l'Iran, une reprise des hostilités et la relance de ce qu'on appelle ces négociations. Mais tant que les États-Unis ne comprendront pas que l'Iran ne plaisante pas, que l'Iran ne fait pas semblant quand il s'agit du Liban, si les États-Unis ne réalisent pas ça, alors ça va continuer encore et encore. Et franchement, est-ce que le monde dans lequel on vit a la capacité de supporter un conflit qui dure 10-20 ans? Si vous n'avez pas été attentif ces 20 dernières années, je suis désolé de vous le dire. L'Irak, l'Afghanistan, la Syrie. Il y a largement assez d'exemples historiques pour montrer que oui, si aucun accord n'est trouvé, cette situation peut durer encore 10 ou 20 ans. Je pense que la situation devient vraiment compliquée. Voyons un peu comment ça évolue, Tony. Je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre avec le temps. Et je pense pas que ce sera facile de mettre « oh non ». L'occupation du Liban, ce n'est pas une tâche simple. Des situations compliquées, vraiment compliquées. Et j'ai appris ça, vous savez, pendant la guerre. Par exemple, quand on essayait de négocier avec la Turquie pour qu'elle n'envahisse pas la Syrie et qu'elle n'anéantisse pas notre partenaire dans la lutte contre Daesh, les forces démocratiques syriennes, qui étaient en réalité, disons-le, le PKK sous un nouvel uniforme. Voilà où on en était. Et la Turquie disait, il ressemble beaucoup au PKK. Et nous, on répondait, non, non, ce n'est pas la même chose. Alors on a dû négocier avec la Turquie. S'il vous plaît, ne détruisez pas nos forces partenaires. Et pendant cette négociation, j'ai compris une chose. Il est rare qu'on puisse vraiment améliorer une situation, mais on peut très facilement la rendre bien pire. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Comme toujours, on verra bien ce qu'il en ressort. Merci. À bientôt. Peut-être demain soir. Bien sûr, on verra bien ce qui se passe. Merci. Au revoir. Bye-bye.